Dans cette séquence, nous allons parler du développement d'une culture santé-sécurité au travail. Je m'appelle Marc Girard, j'ai consacré ma vie professionnelle aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. Et au cours de cette vie professionnelle, j'ai pu accompagner de nombreuses entreprises de tailles et de cultures différentes pour qu'elles développent justement une culture santé-sécurité au travail. Et cet exposé est en quelque sorte une synthèse des bonnes pratiques que j'ai pu mettre en œuvre, des meilleures pratiques que j'ai pu mettre en œuvre dans ces accompagnements. Je vais commencer par vous proposer une définition de ce qu'est une culture santé-sécurité au travail. Je vous expliquerai pourquoi l'acquisition d'une culture santé-sécurité est essentielle, importante. Et puis ensuite, je poserai 4 grands principes directeurs pour permettre d'acquérir cette culture et je détaillerai chacun de ces principes. Alors je vais commencer donc par la définition de la culture santé-sécurité. C'est un ensemble de valeurs partagées et de pratiques développées et appliquées par le personnel, management compris, pour maîtriser les risques de l'activité de l'entreprise. Alors c'est une définition qui nous vient de l'ICSI, qui est l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Et cette définition comprend 3 notions importantes. La première notion, on y parle de pratique, c'est-à-dire de ce qu'il faut faire, des procédures, des processus, des actions, des modes opératoires, on est sur le comment. Cette définition parle de valeurs, c'est-à-dire pourquoi il faut faire, qu'est-ce qui est important, et là on est sur le pourquoi. Et en fait, cette définition met en exergue le fait que l'ensemble des valeurs et des pratiques doit être commune à la totalité du personnel, management compris, c'est-à-dire qu'on est en face d'une communauté d'idées. Alors, créer une culture sécurité dans une entreprise, c'est important, c'est même essentiel, parce que cela permet à tous les acteurs de l'entreprise d'adopter les mêmes pratiques, les mêmes attitudes et de trouver les meilleures réponses à toutes les problématiques en temps réel. Et c'est ce qui garantit la meilleure performance à tout moment de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité. C'est en quelque sorte, je dirais, le nirvana de la prévention en entreprise qu'on vient de décrire. Alors, réussir à construire une culture sécurité dans une entreprise, ça n'est absolument pas facile. Il y a un certain nombre de principes directeurs qu'il faut suivre. Alors, je vous propose donc les principes suivants. Le premier, c'est assurer un leadership de la direction, je vais revenir dessus. Le second, c'est suivre les étapes naturelles de l'évolution de la culture sécurité. Une culture sécurité n'est pas, n'est pas innée, elle se construit par étapes, et il y a donc des étapes à connaître. La troisième, c'est passer d'une étape à l'autre avec des plans d'action, mais pas n'importe lesquels. Ils doivent être structurés CFA, nous allons voir ce que cela veut dire. Et puis il faut qu'ils impactent la totalité de la structure, depuis les ouvriers jusqu'à la direction. Enfin la dernière, gérer le changement, parce que chaque étape de culture est un véritable changement. On parle même de changement culturel. Alors je vais reprendre ces principes directeurs un à un et je vais un peu les détailler. Alors je vais commencer par les principes du leadership de la direction. Alors de quoi parlons-nous et pourquoi est-ce important? Nous parlons en fait de l'action de la direction pour montrer que la sécurité c'est essentiel et important. Et cette action, elle est primordiale parce que la direction est la strate qui a le plus d'influence sur le reste de l'entreprise. D'une façon générale, je dirais que tout le monde fait très attention à ce qui est important pour son supérieur hiérarchique. Parce que dans une entreprise, si on ne fait pas ce qui est important pour son supérieur hiérarchique, eh bien, on risque d'être accusé de gaspiller son temps et d'être quelque part mis sur la touche. Donc, le leadership de la direction, c'est l'outil principal pour entraîner l'ensemble du personnel. Alors, que faut-il pour assurer le leadership sécurité de la direction? Eh bien, d'abord, créer une vision sécurité, c'est-à-dire être capable de décrire la situation présente, la situation que l'on veut dans X temps, et puis donner du sens, c'est-à-dire montrer que l'on va d'une situation à l'autre et expliquer pourquoi à chaque étape. C'est la vision sécurité. Ensuite, donner à la sécurité la place qui lui revient, c'est-à-dire affirmer en permanence, à chaque étape, l'importance de la sécurité. Ensuite, communiquer naturellement sur la vision, communiquer d'une façon permanente et cohérente dans les réunions, en entretien individuel, etc. Ensuite, assurer l'exemplarité et la cohérence, développer l'esprit d'équipe et la coopération de façon à ce que les idées se répandent dans toute la structure, être présent sur le terrain pour pouvoir observer, recadrer, communiquer, diffuser. Enfin, reconnaître les bonnes pratiques et appliquer une sanction juste, c'est-à-dire une sanction
proportionnelle et annoncée lorsqu'il y a des erreurs commises ou des infractions par rapport à des règles. Voilà 7 principes qui assurent le leadership d'une direction. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Ce sont encore des principes que l'on peut retrouver en allant consulter le site internet de l'ICSI. Premier principe directeur, assurer le leadership de la direction. Deuxième principe directeur, suivre les étapes naturelles de la construction d'une culture sécurité. Alors, voici en quelques images l'évolution d'une culture sécurité. Alors peut-être que vous ne verrez pas tout sur les écrans que vous avez, mais vous pouvez, sur des écrans plus grands, en allant consulter le site internet adéquat, vous pourrez avoir une meilleure vision. Au départ, vous voyez, vous avez 2 axes. Vous avez un axe implication de la direction et un axe résultat. Résultat, c'est-à-dire, là ici, nous parlons de taux de fréquence, nous parlons de nombre d'accidents de travail constatés par million d'heures travaillées. Au départ, la sécurité, eh bien, c'est une affaire de bon sens. Il n'y a rien d'organisé. Et dans ces entreprises-là, les accidents sont considérés comme étant le fruit de la fatalité. Ou alors, ce sont toujours les mêmes qui ont des accidents et c'est leur faute, ils ne font pas attention. On appelle ça une culture fataliste. Et quand on interroge les gens qui sont à ce niveau-là de culture, en général, on récupère des affirmations du genre « la sécurité, ça sert à rien, c'est fait pour les blaireaux », vous voyez le genre, quoi. Donc, au départ, aucune organisation sécurité et des résultats en dents de scie très, très mauvais. Et puis l'entreprise commence à avoir des accidents et elle commence à essayer de corriger les conséquences des accidents. Donc on a ce qu'on appelle des réponses techniques a posteriori, c'est-à-dire qu'on investit dans du matériel pour que les accidents qui se sont produits ne se reproduisent pas. Donc ça, c'est un autre niveau de sécurité. Puis comme ces réponses techniques a priori ne suffisent pas, qu'il continue à y avoir des accidents, il y a tôt ou tard confrontation avec la réglementation, avec peut-être des magistrats, et l'entreprise apprend qu'il y a des règles, des décrets, des lois, et elle essaye de se mettre en conformité avec la réglementation. À ce niveau-là, nous parlons d'une culture réglementaire, une culture par la règle, une culture par la contrainte. Lorsqu'on interroge les gens qui sont dans des entreprises à culture réglementaire et qu'on leur demande pourquoi faire de la sécurité, en général, ils répondent « il faut faire de la sécurité parce que c'est obligatoire ». Mais encore, parce que c'est obligatoire. Mais encore, parce que c'est obligé. Voilà. Donc on est dans un système très très contraint. Alors ce système contraint pose des problèmes, on ne va pas très loin, ce n'est pas très performant parce qu'il n'y a pas de règles pour tout. Et puis ensuite parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui supportent mal les règles et qui vont donc, chaque fois que ce sera possible, ne pas les appliquer. Donc il y a beaucoup de travers et tôt ou tard l'entreprise s'aperçoit que si elle veut progresser, il faut qu'elle passe un cap. Et ce cap, c'est l'étape suivante, c'est ce que nous appelons la culture gérée, qui est caractérisée par l'évaluation des risques. Alors je vais dire 2 mots sur l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, ça consiste à, c'est de la prévention, là pour le coup a priori, on imagine, on identifie les risques de l'activité, on les cote, on en mesure l'importance et on essaye, pour les risques les plus importants, de trouver des moyens pour les maîtriser. L'évaluation des risques, la vraie, parce que je vais revenir sur la fausse, l'évaluation des risques est une démarche participative, c'est-à-dire qu'elle se fait avec les salariés, les ouvriers, pour évaluer ensemble les risques et pour décider ensemble des mesures à mettre en place pour les maîtriser. Alors l'intérêt, vous le comprenez, à partir du moment où la démarche est participative, elle est nettement plus motivante, elle implique tout le monde et on va faire un sacré bond en avant. On n'appliquera plus les recettes de cuisine réglementaires, on devient intelligent. Alors je disais, c'est l'évaluation des risques, la vraie, parce qu'il existe la fausse, l'évaluation des risques est une obligation réglementaire. Il y a donc des entreprises qui font de l'évaluation des risques en allant le faire sur un site internet ou en payant quelqu'un pour faire l'évaluation des risques. Ça, c'est une évaluation des risques, je dirais, de façade, qui est faite pour créer un document unique pour satisfaire le contrôle de l'inspection du travail. La fausse évaluation des risques relève d'une culture réglementaire, la vraie relève d'une culture gérée. Le problème avec l'évaluation des risques, avec la culture gérée, c'est qu'elle permet de résoudre des problèmes, mais je dirais des problèmes en pointillés. On résout une série de problèmes d'année en année. On résout ce risque-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et en fait, il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas de progrès global. Et donc, au bout d'un moment, l'entreprise, si elle veut progresser, doit passer une autre étape. Et cette autre étape, ce sont les systèmes de management. Alors, qu'est-ce qu'un système de management ?
C'est en fait, en clair, une liste, on appelle ça un référentiel d'exigence. C'est une liste de bonnes pratiques qui touche simultanément tous les domaines qui permettent de piloter la prévention dans l'entreprise. Bon, organisation des premiers secours, formation, on va parler de veille réglementaire, on va parler ici d'action sur les chantiers, on va parler de pas mal de choses, de revue de direction. Un système de management permet de piloter globalement la totalité des thèmes qui permettent de faire progresser l'entreprise. C'est une espèce de rouleau compresseur qui avance et qui permet à l'entreprise de progresser d'année en année. Nous parlons alors de culture réglée parce que le système de management est pris en main par la direction de l'entreprise. Elle se définit en une série de procédures et de processus qui sont appliqués méthodiquement. Culture réglée. Le problème, les systèmes de management font incontestablement progresser les entreprises, mais ils présentent aussi une limite. La limite que l'on constate en général, c'est que toute l'entreprise n'est pas dans le système de management. Le système de management, souvent, se limite à la direction, quelques spécialistes HSEQ, peut-être tel ou tel secteur de l'entreprise, mais on a après une grande partie des cadres qui sont en culture gérée, et puis très souvent, les cadres, je dirais, de terrain, les chefs de chantier, les chefs d'équipe et les ouvriers sont encore dans une culture réglementaire. C'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux de culture simultanément dans la même entreprise. Et donc il faut piloter intelligemment un système de management pour petit à petit bien ramener tous ceux qui sont là au bon niveau, au niveau de la culture réglée. Lorsqu'on est en culture réglée et culture gérée et que l'on interroge les gens, eh bien on s'aperçoit qu'on est passé d'un discours qui disait la sécurité c'est obligatoire à la sécurité c'est nécessaire. Et lorsque le système de management est correctement réglé, eh bien on atteint, je dirais, le nirvana, c'est-à-dire la culture sécurité, puisqu'elle va être partagée par la totalité de l'entreprise et on parlera de culture intégrée puisqu'elle est intégrée par tout le monde. Alors ces étapes sont incontournable. C'est-à-dire que si l'on part d'une culture fataliste, on ne peut pas passer du jour au lendemain d'une culture fataliste à une culture intégrée. Il y a des paliers à franchir et ces paliers, bon, suivant la complexité de la structure, suivant la résistance qu'on trouvera dans la structure, suivant la volonté de la direction, eh bien on mettra un certain temps à franchir chaque palier. Voilà pour les étapes naturelles. C'est pour ça que je dis il faut toujours suivre les étapes naturelles. Alors, autre principe directeur, pour passer d'une étape naturelle à une autre, une culture sécurité à une autre, une culture fataliste à une culture réglementaire à une culture gérée, etc., eh bien on pilote ça avec des plans d'action. Comme il y a une forte, comment dirais-je ça, il y a une forte connotation idéologique dans la prévention, eh bien ces plans d'action sont particuliers et ils ont, je dirais, 3 grandes composantes. Cette diapositive vous montre comment passer d'un état à un état souhaité. En matière sécurité, eh bien, on insistera beaucoup sur 3 aspects. Communiquer. Pendant un plan d'action, la communication doit être permanente pendant toute la durée. Si on a un plan d'action de 1 an, eh bien, pendant 1 an, il faudra prévoir des actions de communication. Il faudra les organiser avec des réunions, des événements particuliers, de l'écrit, etc. La communication est permanente pendant 1 an. Des formations. Les formations sont aussi essentielles pour diffuser des connaissances, provoquer des prises de conscience. Les formations se feront en début de plan d'action, c'est-à-dire dans les premiers mois des plans d'action. Il y aura un certain nombre de formations qui seront mises en œuvre et qui correspondront chacun aux étapes. Si on est dans une culture réglementaire, dans l'acquisition d'une culture réglementaire, eh bien les formations traiteront de réglementation, de règles. Et si on est dans l'acquisition d'une culture gérée, eh bien les formations traiteront plutôt de risques différés, de santé au travail, de conditions de travail, etc., etc. Et puis, il ne suffit pas d'avoir de la communication en permanence et des actions de formation en début de plan, il y a tout le reste du plan, et tout le reste du plan se décline en actions d'accompagnement qui viennent tout simplement aider les personnes qui ont été formées à appliquer au jour le jour les principes et les méthodes et les connaissances qu'ils ont acquises. Et l'ensemble permet petit à petit de basculer d'un état à un autre. Voilà le principe des plans d'action CFA. Nous parlons CFA pour communiquer, former, accompagner. Dernier principe directeur important, gérer le changement. En fait, dans toute cette histoire, nous provoquons des changements culturels. Alors, je vais vous parler d'une théorie qui est la théorie de la résistance au changement.
Alors elle est intéressante, il y en existe d'autres, hein. Je vais la résumer assez simplement. Au début de tout changement, il y a une annonce. On annonce qu'on va changer quelque chose, on va changer une façon de travailler, on va changer une façon de raisonner, on va changer quelque chose. L'être humain, selon cette théorie, voit immédiatement ce qu'il va perdre avec le changement. Et donc sa première réaction est une réaction de refus et peut-être, et même souvent de déni. On ne veut même pas entendre l'annonce, quoi. On ne croit même pas que l'annonce est vraie. Et après on refuse l'annonce. Et ensuite, eh bien, on enclenchera une phase de résistance, c'est-à-dire qu'on va lutter contre le changement pour rétablir la situation initiale, hein, et ne pas perdre tout ce que l'on voit, que l'on risque de perdre. Au bout d'un moment, eh bien, il y a une phase, lorsque l'annonce est maintenue, hein, lorsque le changement, il semble que le changement, la direction est ferme, elle est maintenue, on ne peut rien y faire. Les êtres humains passent par une phase de marchandage et de négociation, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter l'impact du changement. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, si la direction est toujours maintenue et s'il y a quelques aménagements éventuellement qui ont été faits, eh bien, les êtres humains vont commencer à explorer ce qu'ils peuvent gagner dans la nouvelle situation. On parle ici d'une nouvelle phase qui serait une phase d'expérimentation, d'exploration. Et puis, comme théoriquement un changement est un changement nécessaire et utile, eh bien, au bout d'un moment, le changement est compris et on passe dans une phase d'engagement. Alors, bon, ça c'est une théorie, on y distingue trois phases et c'est ça qui est important. On distingue une première phase qui est ici, qui sera une phase de lutte contre la résistance. Ici, on distingue une phase qui serait une phase d'expérimentation et ici une phase d'engagement. Il existe d'autres théories qui parlent d'autres phases. Il existe une théorie qui dit en particulier que bon, cette théorie est très négative, hein, résistance au changement, et qu'en fait l'être humain ne résiste pas au changement, il y a surtout des projets mal menés. Et cette théorie dit, ben, en fait, finalement, la première phase ici, si on veut qu'un projet soit bien mené, la première phase, c'est ce qu'on va appeler une phase de légitimation. C'est-à-dire on va légitimer le nouveau projet. Bon, ça revient au même, hein. Si on justifie le nouveau projet, c'est parce qu'il y a de la résistance derrière que les gens n'ont pas compris. L'autre théorie dit qu'on va passer dans une phase d'expérimentation et enfin, à la fin, qu'on va passer dans une phase de généralisation. Bon, quelle que soit la théorie que l'on prenne, on a, et c'est ça qui est important, trois grandes phases pour orchestrer un changement. La première phase, c'est expliquer, persuader, entraîner. La deuxième phase, c'est expérimenter, pas sur la totalité je dirais, des personnes, mais sur des petits groupes, et s'appuyer sur les résultats positifs pour, dans la troisième phase, généraliser. Voilà les trois phases. Et bien ces trois phases-là, appliquées au changement culturel, ça donne ceci. Vous voyez ici que nous avons tous les niveaux de culture, fataliste, réglementaire, géré, réglé, intégré. Chaque niveau culturel correspond à un cycle de changement, et dans ce cycle de changement, eh bien, nous retrouvons donc nos trois phases, hein, phase de légitimation, phase d'exploration et phase d'engagement. Et chaque phase correspond à un plan d'action qui sera un plan d'action CFA. Alors naturellement, lorsque l'on conseille une entreprise, il est rare de tomber sur une entreprise qui part de zéro. En fait, l'entreprise part d'un niveau culturel qu'il faut identifier, elle part même d'une phase dans le niveau culturel qu'il faut savoir identifier, et puis elle a une structure. On ne fait pas la même chose dans une entreprise qui a un patron et 10 salariés, ou dans une entreprise de 1000 personnes, ou voire plus, où il y a un patron, plusieurs nappes d'encadrement, et puis des salariés en dessous. Et c'est toute la richesse du métier de conseil en sécurité qui permet donc de trouver, d'identifier la position de l'entreprise et de trouver les bons plans d'action qui vont faire progresser l'entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention.